Ça fait des années que je donne des conférences, puis c'est toujours un challenge. J'adore ça. J'adore être ici, j'adore l'aventure d'être en relation, d'être en contact avec les gens. Alors, merci d'être là. Alors, ce soir, on va parler réenchantement culturel et réenchantement individuel. Je vais aller quelques fois dans mes notes. Et parfois, je vais vous lire des extraits parce que ce qu'il y a dans ce livre-là, ça a été tellement... J'étais enceinte de ce livre-là pendant longtemps. Puis je le regarde maintenant et je vois qu'il résume tellement plus que des propos sur un rite comme la quête de vision. Il résume en fait toute une pensée puis tout un travail qui date de 15 ans avec le réenchantement culturel. Alors, ça va être des bouts lecture, des bouts parler, puis j'espère un court échange avec vous. Alors, je suis contente d'être à Val-David parce que c'est un haut lieu de réenchantement culturel. J'habite Sainte-Adèle et je viens ici, je viens m'abreuver de café ici, il y a des cafés, mais je viens aussi m'abreuver de vibrations. Quand j'ai besoin d'une vibration jeune, artistique, quelque chose qui a de la passion, je viens ici. Et je considère qu'au Québec, c'est un des lieux à l'heure actuelle de réenchantement culturel. Alors, j'imagine qu'ici, on est beaucoup de créatifs culturels. On est beaucoup de gens qui sont dans la création, dans l'intervention. On appartient, je dirais, à ce que Paul Rée, le sociologue Paul Rée, a nommé des créateurs de culture, cultural creative. Et les créateurs de culture, mon Dieu, ça fait maintenant 15 ans qu'il a parlé de ça, les créateurs de culture, ils montraient, c'est un sociologue, hein, il montrait que sociologiquement, il y avait 3 groupes sociaux à l'heure actuelle. Il y a les traditionalistes, qui seraient plus maintenant nos grands-parents, là. Les valeurs vraiment fondamentales, la femme au foyer, les valeurs très religieuses fondamentalistes. Alors, le groupe des traditionnels. Il y avait un autre groupe sociologique qui s'appelle le groupe des modernes, qui a nommé le groupe des modernes. Alors, les modernes, c'est l'apparence, le fric, les technologies, c'est la performance, c'est la réussite. Je vous dis quelque chose de très simpliste, là. Je résume de façon très simpliste. Il a montré qu'il y avait l'émergence d'un nouveau groupe social et que ce groupe-là, étrangement, il n'y avait pas de nom. Puis c'était un groupe qui se développait un petit peu partout en Occident. Puis on n'arrivait pas à saisir le phénomène. Et lui, il a nommé ça les créatifs culturels. Alors, les caractéristiques des créatifs culturels, c'est probablement les caractéristiques des gens qui sont ici. Un intérêt nouveau pour la spiritualité, valeurs écologiques, valeurs de compassion, vouloir bâtir une éducation puis, où les gens sont authentiques, penser à une nouvelle éducation pour nos enfants. Alors, les créatifs culturels, les créateurs de culture, en 2007, qui a publié ça, il y en avait déjà 50 millions en Occident, d'après lui. Alors, je ne sais pas où c'est rendu maintenant, mais il y a beaucoup de monde. Et quelques années plus tard, un économiste qui s'appelle Paul Rée a publié un autre livre dans la même veine, en fait. Et le livre, ça s'appelle « Bless Unrest », alors « Bénis les sans-repos ». Puis le sous-titre, ça disait « Comment un immense groupe est en train de se lever et changer le monde et comment ce phénomène-là n'est pas reconnu socialement. » Alors, juste premier point, je trouve que c'est extrêmement important dans le réenchantement qu'on a à faire, de reconnaître qu'on appartient à une mouvance sociale, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé. Et quelle que soit notre contribution, on est en train de contribuer, puis d'une certaine façon, on est en train de changer le monde, que ce soit en plantant des graines dans le jardin, en éduquant des enfants ou en travaillant comme militant dans des groupes sociaux. Alors, il y a une reconnaissance de ça.
on n'est pas les premiers, on a des ancêtres, on a des gens qui, avant nous, ont eu la même aspiration que nous. Très important, parce que maintenant, on a une mémoire d'à peu près 29 semaines, le temps d'un téléroman à la télé. C'est à peu près ça, notre mémoire collective. Alors, c'est bien de se réintégrer dans une mouvance et de voir qu'on a eu des ancêtres et de voir aussi à l'horizontale que pas juste ici dans un village, que pas juste là, que pas juste là, on est plusieurs à avoir une aspiration commune, un rêve commun, que le monde pourrait être une place meilleure et qu'on peut changer ce monde-là. Ma conférence va être un peu échevelée, puis c'est un parti pris que j'ai. J'aime mieux les choses échevelées que peignées, trop bien peignées, je dirais. Puis je m'en venais, puis je me disais, autour de échevelé, je me disais, en fait, la réalité est échevelée. La vie est échevelée, ça s'en va, ça se répand, c'est comme une chevelure qui s'en va dans toutes sortes de directions. Puis ça prend cette déconstruction-là, à un moment donné, si on va aller chercher le feu de la passion. C'est comme en amour, hein? Ça ne se passe pas pendant qu'on est bien peigné. Il faut commencer à être échevelé un peu pour que le feu monte. Puis ce dont je veux parler ce soir, c'est du feu sacré, en fait. Du feu dont on a besoin pour avancer puis se donner les vies qu'on veut avoir. Réenchanter nos vies. Finir une vie puis dire « Boy, it was a good one » avec toutes les pocs, les descentes, les montées. Yes! Et non pas « Hein, c'est fait, puis je ne l'ai pas vu passer ». Ce qui arrive beaucoup dans nos sociétés à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas d'éducation. Des fois, je regarde là, ce qui se passe dans les écoles, des écoles massives, là, de masse, là, je me dis, il n'y a aucune éducation de l'âme, et les jeunes ne savent même pas pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont dans ce corps-là. Toutes les questions essentielles, c'est qui moi, puis mais c'est quoi ce corps-là, puis la conscience, regarder à travers, what is that? Toutes ces questions-là sont occultées. Hein? L'enseignement religieux est disparu des écoles, la philosophie est disparue des écoles. Alors, où ce questionnement-là qu'on a tous à quelque part dans notre lit quand on est jeune et qu'on a la couverte ici, what is that? Puis qu'est-ce que je fais ici? Tout ça, il n'y a pas de réponse collective à ça à l'heure actuelle. Alors, quand je parle de réenchantement culturel, c'est aussi ceci. Alors, je vais jouer constamment personnel et culturel. Réenchanter nos vies, réenchanter la société. Alors, la façon dont je vais procéder, je vais donner les mots-clés du travail que je fais au rite de passage. Je vais vous dire quelques mots au rite de passage. Peut-être aussi quelques mots sur mon parcours qui vont donner un éclairage là, sur la conférence de ce soir. Alors, moi, j'ai été journaliste pendant des années, puis très vite, mon intérêt a été, il n'y a plus aucun sens sacré dans la culture contemporaine, les religions se sont écroulées. J'ai fait partie moi-même de l'écroulement religieux, j'ai quitté la pratique religieuse très jeune, mais je me disais, oui, mais tout quelque chose autour de l'invisible, c'est où? Quelle forme ça prend dans la culture? C'est ridiculisé. Alors, très vite, comme journaliste, mon focus a été, c'est quoi les formes nouvelles que prennent le sacré dans la culture contemporaine? Comment les gens se connectent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes quand, comme Nietzsche a dit, Dieu est mort? Hein? OK, Dieu est mort, mais comment on connecte à quelque chose de plus vaste que nous? Alors, je vous dirais que toute la partie, les derniers 10 ans de ma carrière journalistique ont été autour de ce thème-là. Par la suite, dans cette mouvance, cette exploration-là, je me suis ramassée en Inde et j'ai rencontré un maître spirituel. Et ça a été un choc intellectuel absolument immense pour moi.
qui était vraiment de la culture de gauche, puis juste la notion de maître, je voyais ça en rapport dominant-dominé. Je trouvais ça terrible. J'étais là comme journaliste, alors j'étais dans un bunker journalistique quand j'étais là. Mais très vite, j'ai vu qu'il y avait là quelque chose que je ne comprenais pas rationnellement, mais qui m'attirait énormément. Et j'ai décidé, à un moment donné, de sauter dans cette soupe-là. Et pendant un certain temps, je suis devenue disciple d'un maître spirituel, ce qui a été probablement le plus grand événement de ma vie. Il n'y a pas encore d'événements dans ma vie qui ont dépassé cet événement-là en termes de révélation sur ce qu'était la nature de la réalité. Alors, quand je suis revenue au Québec, après avoir été en Orient, là, je suis revenue à l'Ouest, comme on disait là-bas, j'ai eu besoin de mettre ensemble cette expérience-là qui avait été extrêmement déstructurante pour moi. Toutes mes idées toutes faites se sont envolées. Et ce que j'ai fait comme journaliste, j'ai commencé à me promener sur la côte californienne. Et là, j'ai été rencontrer des penseurs contemporains, en Californie particulièrement, qui portaient cette nouvelle mouvance-là, puis qui disaient, non, non, il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans la collectivité. C'est comme un troisième ou un quatrième mouvement spirituel. On n'a même pas besoin de mettre le mot spirituel. C'est comme, on est en train de chercher à élargir la conscience humaine. Alors, j'ai pu mettre intellectuellement en mots ce qui m'était arrivé pendant mon séjour là-bas. Alors là, je viens de vous donner, ça vous donne le filtre de celle qui vous parle. Hein? Ces trois expériences-là. Quand je regarde aussi autour des expériences, et je le nomme, je viens des années 60, je suis complètement une enfant des années 60. Je dois vous dire que dans les années 60, le grand ouvreur, la technologie qui a été donnée à une partie des gens de ma génération, ça a été la découverte du LSD. Ça nous a donné, à ce moment-là, une vision verticale de la réalité, vision qui était complètement absente de la culture de l'époque. Maintenant, on sait qu'il y a quelque chose de plus large que nous autres. C'est vraiment dans la culture. Tout le monde est en recherche ici. On est tous des chercheurs ici. Mais à cette époque-là, dans la culture, c'était complètement fermé. Le système de croyances matérialistes était tellement opaque que j'imagine que ça prenait une pareille technologie pour créer un choc, un éveil pour certains d'entre nous, qui nous a marqués à jamais. Et je me rappelle très jeune que l'expérience a été quoi, j'aurais pu passer toute ma vie sans savoir qu'il y avait d'autres réalités que le métro, boulot, dodo. Alors, très, très grande ouverture. Quand je regarde le dernier élément que j'aimerais apporter ici, dans les événements clés de révélation et de réenchantement, je pense que le dernier élément clé, c'est l'aventure du vieillissement. Il y en a quelques-unes ici, quelques-uns qui commencent à être dans cette aventure-là. Puis ce que je me disais aujourd'hui, c'est que dans l'aventure du vieillissement, le changement qui se produit, c'est que quand on est jeune, on regarde la vie du point de vue de la vie. On veut la vie, on est dans la passion de la vie. Quand on commence à vieillir, il y a comme un basculement. Et là, on commence à regarder la vie du point de vue de la mort. Et là, c'est une toute autre perspective qui nous apparaît. Puis je me disais, regardez la vie du point de vue de la mort, ouais, ça c'est quoi? Puis je me suis rendu compte que, par exemple, les maîtres zen, vous savez, vous voyez ces maîtres zen-là qui sont comme des rochers. Je pense qu'à chaque seconde, ils regardent la vie du point de vue de la mort. Et qu'est-ce qui se passe quand vous regardez la vie du point de vue de la mort? Bien, la vie, ça devient un miracle. Boy, vous vous dites, it's a beauty. La vie, it's about beauty. Vous voyez le miracle de vivre. Conscience qu'on a perdu collectivement. On n'est plus dans le miracle de vivre du tout. On est dans l'acquis. Il y a presque personne aussi, puis on ne sait même plus comment éduquer nos enfants. On n'est plus capable de voir que l'eau, c'est un phénomène absolument faramineux, extraordinaire. Bon, l'eau, elle vient du robinet, on la prend pour acquis.
Le feu, qu'est-ce que le feu? C'est extraordinaire. Voici un autre phénomène. On a perdu la capacité d'étonnement, de stupéfaction, une espèce d'étonnement radical par rapport à la beauté de ce monde. Je pense que c'est ce qui crée le désenchantement. Hein? Le désenchantement général vient de cette absence, je dirais, d'émerveillement pour ce qui est. Je veux vous lire quelque chose. Max Weber, qui est un sociologue, c'est lui le premier qui a parlé de désenchantement du monde. Soyez patient. J'ai tellement de misère avec les chiffres, alors même trouver une page, la bonne page, c'est difficile. OK. Alors, Max Weber parle de désenchantement pour qualifier l'Occident moderne. Puis, il ne pouvait pas imaginer au début du siècle comment ça allait faire du chemin, ça. Alors, c'est quoi le désenchantement? J'adore ce que Lao Tzu dit. Lao Tzu, puis là, on est au 5e siècle, il dit, le désenchantement, ça serait comme épingler un papillon. La forme est capturée, mais le vol est perdu. Alors, écoutez ça, je trouve que c'est de toute beauté. C'est quoi le désenchantement? C'est qu'on épingle un papillon, puis on le met sur notre mur ou dans notre cahier. Alors, bien sûr, on a capturé la forme, mais la beauté du vol, cette espèce d'insaisissable-là, ce qui fait la poésie du papillon, bien ça, on l'a perdu. Et je ne crois pas que cette destruction de la beauté du monde, c'est juste le fait de notre culture ici. Je pense que c'est le fait d'un cœur qui est froid. Et je pense que si on regarde, je suis pas mal sûre qu'on est tous d'accord ici, notre cœur collectif est devenu froid. Notre cœur est froid. Alors, quand un cœur est froid, j'avais une amie qui disait que on souffre d'hypothermie, nous autres. On souffre pas d'hypothermie, c'est frais. C'est juste rationnel. À haut de passage, quand j'ai commencé à explorer le travail rituel, la chose qu'on se disait, c'est OK, on est dans un monde complètement rationnel et un de mes héros, Joseph Campbell, disait, ouais, mais dans la société à l'heure actuelle, il disait, il y a trop de logos, il n'y a pas assez de mythos. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trop de raisons résonantes. Il y a trop de petites cases, il y a trop de rationnel, il n'y a pas assez d'histoire, il n'y a pas assez de mythes, il n'y a pas assez de danse, il n'y a pas assez de rythme. On a perdu quelque chose, on a gagné quelque chose avec la rationalité. On regarde ce que le monde est devenu, on dit « Wow! » Mais qu'est-ce qu'on a perdu? L'esprit a déserté nos forêts. L'esprit a déserté nos vies aussi. Alors, la fonction qu'on s'est donnée à l'école, qui est de ramener le travail rituel dans la culture, on s'est dit, nous, notre job, ça va être de ramener du mythos dans la culture. Ramener des histoires, ramener de la danse, ramener du chant, retrouver de très, très vieilles formes qui sont oubliées, puis qui mettent les communautés, non seulement qui mettent les communautés ensemble, mais qui nous connectent aussi au cosmos. On a une bonne sociologie, on a une bonne économie, on a une bonne psychologie, mais on n'a plus de contact avec le cosmos. On pourrait dire maintenant, ce qui nous manque, c'est une vision cosmologique. Vous savez, la carte postale, je ne sais pas si vous l'avez vue, je l'adore. Vous avez toute la Voie lactée, cette immense Voie lactée avec des milliards d'étoiles. Là, vous avez une petite flèche, là, vous avez un petit point gros comme la tête d'une épingle. Ça dit, vous êtes ici. Juste cette vision-là, vous êtes ici. Alors, on est ici, mais on est ici, puis il y a le village, il y a le monde, il y a le Canada, il y a la Terre, il y a le cosmos, il y a les étoiles, et vous êtes ici. Juste saisir
l'ampleur de ce mystère, de notre présence de tête d'épingle dans le cosmos, wow! Oui, ça va dans plusieurs directions. Je vais vous lire quelque chose que je trouve, on est toujours sur le thème du réenchantement. Hein? Alors, comme je vous ai dit, je vais dans plusieurs directions. Vous allez voir que ça va tout se tenir à la fin. Il y a un type qui s'appelle Aldo Leopold. Ça a été un des premiers environnementalistes dans les années 60. Aldo Leopold. Puis, je veux qu'on regarde comment se produit un changement de perception et le changement probablement de perception dont on a besoin collectivement. Alors, il avait 28 ans, puis il était à la chasse avec ses amis à quelque part aux États-Unis. Et il a tiré sur un loup. Écoutez ce qu'il dit. Nous nous sommes approchés du vieux loup juste à temps pour voir une lueur verte et féroce dans ses yeux mourants. Je réalisais alors, et je le sais dans toutes mes cellules depuis ce jour, que je venais de toucher quelque chose de radicalement nouveau pour moi, quelque chose que seul le loup et la montagne savaient déjà. J'étais jeune alors. Je pensais que quelques loups de moins signifiaient plus de chevreuils. Et dans mon esprit, la destruction complète des loups équivalait à une sorte de paradis pour les chasseurs. Mais après avoir vu la flamme verte s'éteindre dans les yeux du vieux loup, j'ai senti profondément que ni le loup, ni la montagne n'étaient d'accord avec pareille conception. Okay? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous voyez comment la prise de conscience, c'est comme un dessin caché dans le journal. Hein? Tu regardes, tu ne vois pas trop. Puis là, tout à coup, tu vois une moustache, puis tu vois juste la petite maison avec... puis ils disent, non, il y a un visage dans le dessin caché. Et tu ne le vois pas au départ. Puis là, tout à coup, tu vois le dessin qui apparaît. Hein? Je pense que les prises de conscience, ça se produit comme ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a besoin de ce type de révélation-là. Et ce type de révélation-là, ce n'est pas une révélation intellectuelle. C'est une révélation de tout l'être. On éprouve quelque chose, on ressent quelque chose. C'est même difficile à expliquer à l'autre. Hein? J'ai vu, puis là, je me dis, le loup puis la montagne ne sont pas d'accord avec moi. Et ça, soudainement, il est sorti du système de croyance occidentale qui disait « on doit dominer la nature ». Je suis en train d'écrire un livre sur les années 60. Je suis très intéressée par ces années-là parce que je me dis qu'il y a eu une percée visionnaire absolument incroyable dans ces années-là et que pour toutes sortes de raisons, la société a éteint ça. Et je me dis que tant qu'on n'aura pas retrouvé ça, on doit faire un arrimage avec ces années-là à l'heure actuelle parce que je sens qu'une nouvelle percée visionnaire est en train d'arriver dans la culture. Puis elle arrive, pourquoi? Parce que le désenchantement est à son maximum. Alors, c'est un paradoxe que je veux regarder avec vous. Quand on parle de réenchantement culturel et individuel, c'est à l'air d'une vérité de la palisse, là. Mais c'est parce qu'on est dans un désenchantement général. On est couché sur un lit de désenchantement. Mon enseignant spirituel disait quelque chose, je me suis cassé les dents sur ça pendant des années. Il disait, je vous enseigne le désespoir pour que vous attendiez plus rien de la vie. Si vous attendez plus rien de la vie, vous pouvez commencer à célébrer. C'est fort, je vais vous le répéter. C'est fort. Il disait, je vous enseigne le désespoir pour que vous attendiez plus rien de la vie. Si vous attendez pour plus rien de la vie, là, vous allez pouvoir commencer à célébrer. On appelle ça danser sur du vide. C'est l'essence même de la vie.
Il n'y a rien à attendre. Il y a juste à célébrer ce qui est. It's very, very deep. C'est extrêmement profond. C'est un paradoxe extrêmement profond. Puis que, comme tout gros bon sens cosmique, on voudrait juste cueillir le fruit de la création, mais le fruit de la destruction, on ne le veut pas. Alors, je prends le fruit de la création d'une main, je prends le fruit de la destruction de l'autre main. Un de mes mentors me disait à l'époque où il y avait l'élection d'Obama, puis que tout le monde était plein d'espoir, j'avais dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? C'était autour. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ombre? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ombre, avec Bush, puis tout ça? Puis elle avait dit, don't be caught in the sunset, Paula. Sois pas prise, sois pas piégée par le coucher du soleil. Elle disait, ça prend un Bush pour faire un Obama. Hein? Alors, ça prend quelque chose qui désenchante pour réenchanter. Et c'est un paradoxe de la vie qui est incroyable. Et comment je dirais, la nature de l'existence, c'est la beauté puis c'est la laideur, c'est les horreurs du monde quand on regarde puis que ça veut nous faire vomir parce qu'il y en a tellement, mais c'est aussi toute cette beauté-là. Et le paradoxe, c'est que cette danse d'ombre et de lumière, it's pure beauty. Alors, on passe de la contradiction à un paradoxe. Et une fois qu'on tient bien en main ce paradoxe-là, on s'en va vers la révélation, à devenir des êtres libres. Voyez-vous, je veux tisser ça avec le réenchantement culturel, mais on dirait qu'on peut dire que cet exemple-là, qui est très personnel, hein, beau, laid, on pourrait l'appliquer à la culture. Je trouve qu'un des grands paradoxes, à l'heure actuelle, à Haut de Passage, on est très, très intéressé par mettre ensemble la culture des activistes sociaux, les gens qui contribuent socialement, là, qui militent pour les rivières, pour les enfants, les travailleurs de rue, etc., qui travaillent très, très fort, d'une part, et d'autre part, tous les gens qui sont en train de développer une culture de l'intériorité. Ces deux groupements-là ont toujours été séparés. Hein? Les politiques regardent ceux de l'intérieur en disant « Oh yes, me, moi, myself ». Et les autres, les me, moi, myself regardent les travailleurs sociaux et disent « Ben, vous êtes brûlés et vous ne comprenez pas que ça part de nous autres ». Il y a comme, Alors, nous, on pense qu'à l'heure actuelle, on arrive à une étape où l'expertise et l'intériorité doivent devenir un. Je suis assez échevelée que là, En fait, ce que je veux dire, je vois où est le mot-clé là, pour tout ça. Travail social et travail intérieur, puis beauté, laideur. C'est qu'on a besoin, à l'heure actuelle, d'une pensée qui est plus paradoxale. Une pensée paradoxale, c'est une pensée de sagesse. On a besoin, dans notre culture, d'une pensée comme ça, qui est capable de s'élever au-dessus du métro, boulot, dodo. Non pas s'élever au-dessus de façon narcissique où je suis supérieure. Non, que notre regard intérieur commence à voir un petit peu plus que l'histoire restreinte dans laquelle on nage consciemment. Alors, si je regarde l'histoire restreinte, l'aventure sociale à l'heure actuelle, elle est très, très noire. Si je prends un regard plus vaste et je regarde l'histoire élargie de l'aventure sociale, là, le réenchantement va commencer. Parce que je vais voir que toutes ces souffrances-là, toutes ces horreurs-là, toutes ces politiques-là sont le lit sur lequel, comme être humain, on peut prendre comme appui pour nous amener et amener la société plus loin. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? OK. Parfait, OK.
OK. Juste une petite affaire. On parlait tout à l'heure de cœur froid. Tout ce qu'on raconte ici, tout ce qu'on entend, on est dans une société d'information, on a de l'information gros de même. On en a trop. C'est comment prendre toute cette information-là puis de la faire descendre de la tête au cœur. Parce que c'est le cœur qui est le transformateur. Hein? Comment trouver, je te vois ici, Julie, avec tes cercles d'authenticité, de prise de parole juste. Moi, je pense que c'est un des travaux les plus importants socialement à l'heure actuelle qui doit être fait. Réveiller le cœur, réveiller une parole du cœur. Imaginez-vous, là, si les politiciens, on est dans l'utopie, si les politiciens commençaient à avoir une parole de cœur, puis quand on fait face à des guerres, par exemple, que les gens pouvaient échanger et avoir une parole de cœur. On transformerait radicalement la société. Comment faire descendre de la tête au cœur cette immense masse d'informations concernant, par exemple, la détérioration de nos habitats? C'est une question clé. Si vous voulez faire avancer le mouvement environnementaliste, on ne peut pas persuader les gens par culpabilité, resacraliser les forêts, redonner à l'eau son mystère, célébrer le feu, honorer la puissance des grands vents, redevenez des enfants, puis vous voyez la Terre comme la matrice qui nous a mis au monde. C'est quoi le sens d'une fleur? Ça n'a aucun sens. C'est quoi le sens d'une puce? Ça n'a aucun sens. Ça existe. C'est tout. Quand on parle de quête de sens, nous, êtres humains, on veut en fait parler de quête de ressenti. On veut ressentir les choses. C'est là que le réenchantement commence. Puis c'est ça que je voulais pas finir, mais je vais finir avec ça. James Hillman, qui est un grand psychanalyste jungien, il voit dans la crise que l'on vit actuellement, la crise sociale qu'on vit actuellement, une crise de l'amour. Le langage qu'on a oublié, c'est le langage du cœur. Puis là, on ne parle pas du cœur sentimental, on ne parle pas du cœur à l'eau de rose. On parle du cœur, du cœur, de l'intelligence profonde du cœur, qui est le lieu de l'éveil de la conscience. Alors il dit, donc, on vit une crise de l'amour. Pour sortir de ce trou noir, ça prend une sacrée dose d'amour. Ça prend une reconnaissance soudaine et totale de la beauté de cette planète. Ça prend une passion qui, momentanément, fera fi de tout support rationnel. Puis je vous dirais aussi que ça prend une reconnaissance totale et radicale de notre propre beauté comme être humain. Je suis une animatrice de groupe, je fais du groupe depuis des années. Je n'en reviens pas comment, culturellement, chaque personne ici, on a appris à ne pas s'aimer. Et que quand on commence à s'aimer, on a peur d'être narcissique, on a peur de se prendre pour un autre. We are pure beauty. C'est absolument inouï ce qu'on porte comme potentiel de conscience. Alors, il y a une reconnaissance radicale aussi de notre propre beauté personnelle et de la beauté du monde. Laisse-moi encore juste quelques minutes. Yes, yes, yes. Je veux quand même rappeler ça pour que, en fait, ce que je veux faire quand j'ai plus de temps et quand je donne des conférences, je veux plus susciter comme une inspiration. Prendre un mot, tirer sur le mot
et que la personne se sente inspirée, puis elle continue à faire son propre chemin. Je sais que pour moi, quand j'étais étudiante, c'était comme ça que ça marchait. J'avais un professeur, il allait dans toutes les directions. Mais à un moment donné, il disait une phrase, puis j'entendais la phrase. Bien là, j'entendais plus le reste du cours, je partais avec la phrase. Puis là, la phrase se déployait et moi, j'en faisais ce que je voulais. C'est ainsi que je vois appelons ça transmission, enseignement, conférence, etc. Dernière chose. OK. Facteur joie, je vais finir avec ça. À l'heure actuelle, je crois que ce qui manque dans nos projets sociaux et beaucoup dans nos vies quotidiennes, c'est le facteur joie. On lutte socialement, mais on oublie de célébrer. Je pense que ce que le travail rituel amène, c'est le facteur joie dans les projets sociaux et le facteur joie dans nos vies. Le travail rituel permet de créer de la joie. Souvent, je définis le travail rituel tel qu'on le fait comme de la fabrication d'âme. On fabrique de l'âme. Puis ça se nourrit de quoi? Une âme humaine, une âme collective. Ça se nourrit de musique, ça se nourrit de nature, ça se nourrit de rites, ça se nourrit de silence, ça se nourrit de connexion. Facteur joie, fabriquer de l'âme. Alors, je vois le travail rituel tel qu'on le porte. Un des objectifs principaux, c'est de voir comment on peut contribuer à amener de la joie dans la société. Et là, je vais me faire plaisir. Je vais finir avec quelque chose. Le plaisir que je vais me faire, je suis vraiment... le livre que je porte et que je sens le besoin vraiment de compléter, c'est un livre qui s'appelle « Les années 60 à l'usage des jeunes générations ». Parce que je pense que passé occulté, ça fait un présent mal foutu, et je pense qu'on a vraiment éliminé le seul moment visionnaire, collectif, très court, qu'on a eu à une certaine époque. Alors, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit à la suite du mouvement des casseroles, et qui peut-être va contribuer au réenchantement. Mon propos est le suivant. Il arrive que dans la société, il y ait tout à coup des percées collectives, comme si on s'éveillait d'un long sommeil. Alors, rappelez-vous, ça fait déjà 2 ans, là. Il arrive que dans la société, il y ait tout à coup des percées collectives, comme si on s'éveillait d'un long sommeil. Ces moments entraînent joie de vivre, solidarité, esprit festif. On chante dans les rues, on respire plus large, on voit plus haut, on voit plus loin. C'est comme si on tombait collectivement en amour. Soudain, on en devient beau, on en devient contagieux. En fait, cette joie-là, elle se répand comme une sorte de contamination. C'est comme une musique qui vous saisit, puis c'est difficile de ne pas danser quand ça se passe. Il y a un déclencheur qui provoque ceci. Une guerre au Vietnam, une hausse des frais de scolarité, la mort d'un roi en Révolution française. Un élément politique, des fois, qui est mineur, puis qui devient un printemps arabe. Mais ce déclencheur-là, c'est un prétexte. C'est une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une vaguelette innocente qui entraîne un tsunami. C'est une mini-raison qui devient un mouvement déraisonnable et personne n'y comprend rien. Il y a des cultures qui surfent sur cette vague-là, il y a des cultures qui se noient avec ça. La joie collective est telle qu'elle en devient une transe. On casserole, on chante, on danse, on se déguise, on se masque et on s'aime. C'est comme si soudain, momentanément, les écailles tombaient des yeux de tout le monde puis que tout devenait possible. En même temps que joie de vivre et solidarité, que respiration large et liberté, un chaos s'installe, puis la violence est jamais loin dans ces moments d'extrême lucidité. On sent que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. C'est comme à la fois des funérailles puis une naissance, puis ça se fait dans l'eau et le sang, ça se fait dans l'extase puis dans l'agonie, puis le danger est présent dans chaque seconde. Encore un petit paragraphe. Quand on est à l'intérieur
l'intérieur de cette transe-là. Vraiment, rappelez-vous du mouvement des casseroles, je pense que ça peut vous parler. Notre cœur bat au rythme du tambour collectif. Mais ceux qui ne sont pas dans la transe, qui restent en dehors de ça, ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe et ils ne savent pas quoi faire parce que comment ça se contrôle, la joie de vivre? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on contrôle ça, une joie de vivre? Imaginez le problème politique. Hein? Alors, les autorités, puis ceux qui ont fonction de diriger, bien, vous savez ce que ça entraîne? Ça entraîne de la terreur. On est dépassé. Qu'est-ce qui nous dépasse? C'est l'ampleur de la joie de vivre. C'est tellement contagieux, on ne peut. Si vous essayez de répondre à ce mouvement collectif par des chiffres, des arguments, de la raison raisonnable, bien, bonne chance. Parce que le phénomène qui se passe ici n'est pas un simple phénomène politique. C'est un phénomène symbolique qui répond à un besoin profond du cœur de chacun, à un besoin de l'âme collective, puis non à la logique. On n'oppose pas des chiffres à une force sauvage. C'est comme si on voulait opposer des arguments à des amants qui sont dans le feu de la passion. C'est ce qui s'est passé dans les années 60. C'est ce qui se passe actuellement partout sur la planète. Alors, dans l'hiver collectif qui est le nôtre, on peut voir qu'il y a un printemps collectif qui cherche à émerger. Qui dit printemps dit réenchantement, dit jeunesse, dit renouvellement, dit nouvelle façon de voir, etc., etc. Alors, voilà, le thème était donc réenchantement culturel et réenchantement personnel. Une minute encore. Oui, j'ai vraiment... Je vais vous donner, pour terminer, je pense que je suis à l'étape où j'aimerais ça donner un cours de 10 semaines. C'est comme si en vieillissant, puis en quittant, je suis en train de m'en aller vers ma retraite, je suis en train de faire mon bilan de vie. C'est comme si toutes ces expériences-là, soudain, tout ça se met en place, puis donne une espèce de corpus. J'ai juste le goût d'écrire, puis de raconter. 2 secondes. Alors, je vais finir avec le petit manifeste au rite de passage. Alors, au rite de passage et cet organisme-là, on est un laboratoire de recherche, on est plusieurs professeurs, il y a des comédiens, il y a des metteurs en scène. Stéphane Crête, que vous connaissez peut-être, est un des professeurs au rite, il y a des Yomiens qui sont là. Et on s'est créé une espèce de laboratoire de recherche où on repense les rites sociaux, les deuils, les mariages, les funérailles, la naissance, puis on essaye de trouver des nouvelles formes collectives. Alors, c'est un peu ça, ce soir, c'est faire connaître un peu notre école d'été, puis les formations qu'on donne. C'est l'objectif secondaire de cette rencontre. Je vais vous donner notre petit manifeste. Alors, au rite de passage, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous voulons contribuer au réenchantement de cette culture. Nous voulons contribuer à ramener l'intériorité dans notre culture d'information. Nous voulons contribuer à ramener le facteur joie dans nos projets sociaux. Nous voulons contribuer à l'entrelacement générationnel. Nous voulons ramener les rituels comme des liens de sens dans nos familles puis dans nos communautés. Nous croyons que les jeunes, c'est l'avenir de la tribu humaine et qu'à ce titre, ils doivent être vus, validés, encouragés dans leur noblesse visionnaire. Et dans cette perspective-là, on veut réintroduire les rites de passage dans les écoles, les communautés de jeunes, les communautés d'enfants. Puis, bon, tu es là en face de moi, Julie, salue avec le projet Ultima, qui est un projet qui réintroduit les rites de passage qui aident des jeunes à passer de l'adolescence à l'âge adulte en supportant leur vision, leur leadership visionnaire.
Nous croyons que les aînés ont une contribution à faire et nous voulons contribuer à restaurer l'apport des vieux puis la sagesse comme valeur dans nos sociétés. Puis finalement, nous repensons et réenchantons les rites sociaux actuels, deuil, mort, naissance, mariage, divorce, passage de famille, rite de passage pour jeunes. Alors voilà, mes amis, je vous remercie